Magnan. L'Assemblée nationale infectée par le coronavirus avec le décès d'une députée. Ce sont au total une vingtaine de députés qui sont contaminés. Selon nos informations, un ministre aurait été même testé positif au Covid-19. Tout est parti de la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Les détails avec vous, Binta Diallo. 20 députés seraient contaminés à l'Assemblée nationale selon nos sources. Ils étaient tous de la rangée dans l'hémicycle de la parlementaire qui a succombé hier des suites de la Covid-19. Un ministre aurait également chopé le virus. Son absence est remarquée depuis quelques jours. C'est son intérim qui le supplée à la plénière. Pour le moment, aucun député n'a été mis en quarantaine. Certains, en attendant que l'Assemblée nationale prenne la décision de faire des tests, sont allés se faire dépister de leur propre chef. Mamadou Lamine Diallo a lui révélé déjà dans les réseaux sociaux qu'il a été testé positif au coronavirus. Depuis hier, donc, un huis clos pour la poursuite des débats a été décidé. Ce matin, ce fut le cas. Les travaux sont présidés par le président Moustapha Niasse. Présents dans la salle, les membres du bureau, les présidents de commission et chaque groupe parlementaire a le choix de proposer ceux ou celles qui le représentent au sein de la plénière. L'hémicycle a été désinfecté hier soir, tout comme la bibliothèque d'où le premier cas de Covid-19 a été enregistré il y a de cela une semaine. Les députés à qui nous avons parlé off the record ont la peur au ventre et demandent d'ailleurs à ce que des mesures urgentes soient prises par l'Assemblée nationale parce que personne ne sait qui a contracté le virus et d'autant plus qu'ils sont toujours ensemble. Le huis clos est cependant une procédure légale. L'article 62 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale le stipule, mais la demande doit se faire par le président de l'Assemblée nationale par l'intermédiaire de la conférence des présidents. La demande peut se faire aussi par un représentant de l'exécutif, tout comme un groupe parlementaire. Une demande qui sera ensuite transmise à la plénière qui peut approuver ou rejeter cette demande. Mais ce cas de force majeure créé par la Covid-19 n'est pas pris en compte par l'article 62 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Binta Diallo, la situation à l'Assemblée nationale a été évoquée ce matin par le ministre de la Santé et de l'Action sociale lors de la deuxième édition de la conférence de presse bimensuelle du gouvernement. Abdoulaye Diouf Sarr a déclaré que son département est en contact permanent avec le bureau de l'Assemblée nationale en vue de toute mesure utile, notamment pour tester les députés. Mais le ministre s'en tient pour l'instant à la stratégie, à savoir ne tester que les contacts symptomatiques. Toutefois, il n'exclut pas de répondre à une demande spécifique de l'Assemblée pour tester tous les députés qui le souhaitent. Abdoulaye Diouf Sarr au micro d'Awambaye. À ce niveau, je crois que des mesures sont déjà prises. Le matin, le service d'hygiène a fait déjà son travail, mais bien avant, ils ont réadapté effectivement rapidement la stratégie de leur séance en allant tout sur le huis clos. On a juste une équipe réduite du ministre qui passe, plus les présidents, donc les vice-présidents et les présidents de commission. Vraiment un schéma réduit à l'extrême pour permettre de respecter les mesures barrières. Et je recommandais à ce que, conformément à la stratégie nationale, qu'on surveille l'ensemble des députés, surtout surveille d'abord parce que j'ai parlé de co-construction, et que l'on ouvre une possibilité de tester tous les contacts qui sont symptomatiques. Mais on peut aussi, puisque ce n'est pas un public très large, envisager de tester effectivement les députés qui le souhaitent. Mais la stratégie du Sénégal est de tester les contacts asymptomatiques et de tester les suspects. Et ce débat n'est pas un nouveau débat. Dès le début d'ailleurs, ce débat s'était posé. Est-ce qu'il faut tester systématiquement tous les Sénégalais? On avait dit en son temps que ce n'est pas réaliste, ce n'est pas efficace et ce n'est pas effectivement donc aussi logique. Parce que tester tous les Sénégalais, le lendemain du test, il faut peut-être le reprendre, ainsi de suite. Donc, cette stratégie de tester systématiquement tout le monde n'est pas la stratégie actuellement du Sénégal. Il faut tester les suspects et tester les contacts symptomatiques. Et puis, le Sénégal fait-il face à une deuxième vague de Covid-19 pour le ministre de la Santé et de l'Action sociale? Il n'y a plus de doute à ce sujet. Abdoulaye Diouf Sarr rappelle au sursaut et annonce qu'il n'y aura plus de tolérance pour ceux qui ne respectent pas les principales mesures barrières. Je vous propose de l'entendre. Et nous avons vu effectivement qu'il y a eu un décollage là où on avait
des cas dans la fourchette 15-21 cas. On a vu effectivement les choses se décoller vers 40, puis effectivement 45 et tout de suite vers 70. On s'est dit il y a quelque chose qui commence à se passer. À la 46e semaine, on a vu effectivement la courbe se décoller davantage pour aller à 92 cas, puis la semaine qui suit 192 cas, puis la semaine qui suit 460 cas. Je crois qu'à ce niveau-là, il n'y avait plus d'équivoque. Il fallait se rendre à l'évidence et se dire que ce qui se passe est une situation nouvelle comparativement à la perspective baissière qu'on a connue. Il y a eu donc une nouvelle situation qui se présente à nous. Donc voilà effectivement l'appréciation que nous avons faite de la situation, qui est une appréciation tout à fait réaliste et ce qui convoque naturellement la question qui suit. Quelles sont les mesures? Mais un élément important dans la stratégie qu'il faut toujours mettre devant. Par rapport aux mesures en perspective, nous ne pouvons plus économiser de tolérance sur ces mesures barrières. Il est important que le portage communautaire de ces mesures barrières, mais la surveillance dans la mise en œuvre et dans l'application de ces mesures barrières soit de mise. Covid-19 toujours, le bilan du jour sur 1284 tests effectués, 101 sont revenus positifs ce matin, dont 52 cas contacts et 49 cas communautaires, avec plus de 15 cas communautaires et 2 décès notés ces 4 derniers jours à Richard Toll. Le coronavirus commence à gagner du terrain dans la cité sucrière, une recrudescence qui s'explique, selon le médecin-chef du district sanitaire de Richard Toll, Dr Latir Diouf, par le retard noté sur la consultation des malades, mais aussi par le manque de place au niveau du centre de traitement régional de Saint-Louis. Écoutons les propos du docteur Latir Diouf, médecin-chef du district sanitaire de Richard Toll, au micro de Mamadou Diagne. C'est vrai que ces temps-ci, on a noté une recrudescence des cas au niveau national et voire même au niveau local, au niveau de notre district. De façon sporadique, on retrouve quelques cas qui viennent au niveau de la consultation et qui sont dépistés, testés positifs. Mais malheureusement, ces cas viennent tardivement au niveau de la structure. Apparemment, ils sont au niveau des domiciles et attendent maintenant d'être fatigués pour venir. Et ce qui fait qu'on les dépiste tardivement. Et si la prise en charge n'est pas aussi précoce, on risque de perdre le cas. C'est ce qui nous a prévalu, peut-être quelques cas de décès quand même qu'on a noté. Également, cette recrudescence des cas ont fait qu'au niveau du CTE de Saint-Louis, c'était complètement plein. On est obligé d'observer certains malades ici pour pouvoir les prendre en charge le temps maintenant d'avoir de la place. Il nous arrive même d'évacuer à Louga. Et c'est des cas qu'on retrouve qui sont très âgés également. 84 ans, 90 ans. En plus de l'âge, il y a la comorbidité. Donc tout ça associé favorise, par exemple, les décès. Certains décèdent à l'arrivée, avant même qu'on ait la confirmation. Et d'autres maintenant, dès qu'on a la confirmation, qu'on démarre, qu'on essaie de chercher la place, ils décèdent. On est en train de mener des stratégies qu'on compte mener au niveau des médias, comme vous avez fait aujourd'hui, le fait de venir nous voir. Et également sensibiliser les populations à travers donc, les visites à domicile, par le biais, par exemple, des relais, des acteurs communautaires qui vont nous aider, ou bien la Croix-Rouge. C'est parce qu'on connaît les quartiers ou bien les villages qui sont vraiment plus ou moins touchés. Maintenant, c'est de dire maintenant aux populations d'être plus vigilants, de consulter le plus tôt possible quand ils commencent à ressentir les signes, de respecter les mesures barrières. Non, il faut que les gens redoublent encore d'efforts par rapport aux mesures barrières. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Campagne de commercialisation de l'arachide, 5000 tonnes collectées à ce jour sur une prévision de collecte officielle de 700 000 tonnes. Le ministre de l'Agriculture se veut rassurant pour la suite de la campagne. Je vous propose d'entendre Moussa Baldé. Nous devons organiser une campagne de commercialisation de l'arachide où tous les acteurs doivent se retrouver. Mais nous devons, pour protéger notre tissu industriel, faire en sorte que les huiliers puissent aussi avoir de la graine. Et ensuite, c'est que nous devons préserver le capital semencier du Sénégal. Ce que je peux dire, c'est que la Sonacos, actuellement, a pu mobiliser des ressources qui lui permettent d'acheter 200 000 tonnes de graines coques. 200 000. Actuellement, au Sénégal, les services du ministère de l'Agriculture ont homologué 100 000 tonnes de semences certifiées d'arachide. Évidemment, le ministère de l'Agriculture fera tout pour que ces 100 000 tonnes de semences certifiées restent au Sénégal pour la prochaine campagne agricole. Et d'ailleurs, je précise qu'il est interdit de vendre les semences certifiées aux huiliers ou à des exportateurs. C'est interdit. Donc c'est 100 000 tonnes, plus les 200 000 qu'a prévu la Sonacos. Même si la Sonacos, en principe, devrait pouvoir augmenter ses possibilités, ça fait à peu près 300 000 tonnes. Je signale que si on se fie aux statistiques des 3 dernières années, la collecte officielle est environ 40% à 50%
de la production totale. Et si on prend 40% à 50% de 900 000 tonnes et de 1 800 000 tonnes, on se retrouve entre 700 000 et 900 000 tonnes. Donc, on devrait cette année avoir une collecte officielle qui se situe entre 700 000 et 900 000 tonnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de la place pour les exportations. Et ces exportations, nous allons les suivre pour que lorsqu'elles atteignent au moins 200 000 à 300 000 tonnes, qu'on puisse faire le point et savoir si cela compromet ou non le capital semencier du Sénégal ou la viabilité des sociétés d'huile au Sénégal. Ce que nous voulons comme objectif, c'est que les huiliers puissent avoir de la graine. Rien n'est compromis, puisque de toutes les façons, nous sommes à 15 jours de campagne. La Sonacos a déjà collecté à peu près 3 000 tonnes, mais je signale que plus de 80% de la production n'est pas encore sortie des champs. Le ministre de l'Agriculture qui s'exprimait lors du face-à-face entre le gouvernement et la presse dans le cadre donc de ce rendez-vous bimensuel intitulé Le gouvernement face à la presse. Il était aux côtés du ministre porte-parole du gouvernement et vous l'avez entendu plus tôt, du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Il est 12h14. Parlons maintenant de ce jeune Sénégalais, Souleymane Niakhaté, décédé à Barcelone il y a quelques jours et qui risque d'être enterré sur place dès aujourd'hui. C'est ce qu'a dit l'hôpital où se trouve le corps qui jusque-là ne peut être rapatrié faute d'argent. Sa famille implore les autorités et les bonnes volontés pour qu'elles fassent un geste dans le dessein de rapatrier la dépouille de Souleymane Niakhaté afin qu'il puisse reposer aux côtés des siens. Boubacar Seye, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, lance le cri du cœur au nom de la famille. Il est joint par Barthélémy Ngom. À l'endroit des autorités et à l'endroit aussi de tout le Sénégal, parce que Souleymane risque d'être enterré à Barcelone. Un scénario qui risque d'être fatal pour sa mère très âgée, en pleurs et qui demande à voir son fils. Nous sommes dans la désolation totale, l'incompréhension totale et je voudrais implorer tout le Sénégal pour que ce processus d'enterrement de Souleymane à Barcelone soit arrêté. Donc nous avons une préfacture de 3,9 et quelques mille francs CFA, moins de 6 000 euros. Et j'implore tout le Sénégal, toute la diaspora, afin que la dépouille mortelle de Souleymane puisse revenir reposer auprès des siens ici au Sénégal. Ce 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme. Le respect des droits humains laisse à désirer au Sénégal. Si certains Sénégalais pensent qu'ils sont respectés ces droits, d'autres disent que l'État doit faire encore un peu plus d'efforts dans le cadre du respect de ces droits. Micro-trottoir, Sékou Diallo, stagiaire. Oui, au Sénégal, oui. En théorie, ils disent respecter, mais en pratique, dans la réalité des faits, c'est pas respecté. Moi je pense que ce n'est pas respecté parce que c'est plutôt par rapport à ta position sociale ou à la position financière qui respecte les gens. Mais par exemple, les gens qui n'ont pas une bonne position sociale, comme on dit, les badolos, quoi, ceux qui n'ont pas les moyens, ne sont pas respectés, quoi. Les populations sont fatiguées, surtout la jeunesse. C'est pire là-bas. Là-bas, quand on a les moyens financiers, on reste pas là-bas trop longtemps. Mais quand on n'a pas les moyens financiers, on peut rester là-bas des années. On n'est pas jugé parce qu'on n'a pas d'amis. On ne s'occupe pas de justice pour les riches et les amis, et une justice pour les pauvres et ceux qui n'ont pas d'amis. Dans les prisons, on doit avoir de quoi manger et être protégé. Les prisonniers doivent bénéficier de leurs droits. Ceux qui appliquent la loi, s'ils ne sont pas surveillés, ils font ce qu'ils veulent. Mais s'il y a des gens juste à côté qui sont là pour surveiller la loi, pour surveiller l'application de la loi dans toute sa rigueur, quelle que soit la position sociale de ceux qui sont impliqués dans le problème. Donc je pense que là, ça peut aller, quoi. Pour moi, nous respectons les droits de l'homme, quoi. Waaw, gis naa ne jox nañu Adama gëddam, obtenu ñuy soutenir bu baax. Tay li nga doon gis fi yëpp lu bari gisatoo ko. Agression, vol, wala yenn affaire yu bari gisatoo ko. Waaw, gars yi moom ñu ngi respecté droits de l'homme. RFM
la radio autrement. Dans l'actualité sociale, ce sit-in des travailleurs de la cimenterie Dangote de Pout, ils réclament de meilleures conditions de travail et l'augmentation de leur salaire. Ces travailleurs très en colère menacent d'aller en grève pour 72 heures si les autorités de Dangote ne réagissent pas. Je vous propose d'entendre leur porte-parole, Omar Baldé, au micro de Cheikh Anta Diop. La direction ne veut pas négocier par rapport aux points de droit, particulièrement les augmentations de salaire. Pourquoi ce point-là? Il faut qu'on vous fasse l'historique de cela. Nos salaires sont très peu comparés à nos deux concurrents. Maintenant, pour le combler le gap, on a eu à faire des négociations il y a de cela 3 ans. Ils ont dit que chaque année, ils vont nous octroyer des augmentations de salaire. Et ça a été fait pendant plus de 3 ans. Maintenant, cette année, ils disent qu'ils ne vont pas le faire, prétextant qu'il y a le Covid-19. Mais ça, nous ne demandons pas des augmentations pour l'année 2020. On demande des augmentations par rapport à l'année 2019. Ils auraient dû le faire au mois de janvier. Mais comme ils disent que prétextant que c'est un groupe, ils le faisaient au mois de mars. On se connaît, le Sénégal est impacté par le Covid, c'est vrai. Mais c'est à partir du mois de mars. Mais nous, Dangote Ciment Sénégal, n'a pas été impacté par le Covid-19. Il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, on a atteint l'objectif. Nous avons une capacité de production de 1,5 million. Aujourd'hui, c'est un jour mémorable pour Dangote. Ils n'ont qu'à communiquer la réalisation d'aujourd'hui. Ces gens-là ne vont pas bouger. On ira en grève. Ça fait des milliards de pertes pendant 3 jours. On va décréter 72 heures ici s'ils ne bougent pas. Mais non, les travailleurs sont là. C'est pour vous dire que ces gens-là ne respectent pas la législation sénégalaise. On est dans une industrie de ciment. Mais vous savez, il n'y a que presque 20% des travailleurs qui sont des embauchés de Dangote. Tout le reste, c'est des sous-traitants. C'est des sous-traitants qui ont fait 2 ans. S'ils vous signent un contrat 2 ans avec tel sous-traitant, après les 2 ans, on te déverse chez quelqu'un d'autre. C'est pas normal. Ici, on invite le président de la République. On invite M. Idrissa Seck, qui est un fils de la région de Thiès. Ça, c'est sa première mission. Il n'a qu'à venir ici. Dans un tout autre secteur, le ministère de l'Éducation nationale apporte des précisions par rapport au retard noté dans le paiement des indemnités du baccalauréat 2020, une situation qui est à l'origine de perturbations dans le système éducatif. Cette situation est due au fait que les examens ont été décalés cette année à cause de la pandémie du Covid-19, selon le porte-parole du dit ministère. Mohamedou Moustapha Diagne annonce le paiement intégral des indemnités de déplacement et de correction avant la fin de ce mois. Il est joint par El Hadj Ndiogou. Cette situation est un peu imputable au dérèglement connu par le calendrier scolaire. Avant, les examens se tenaient au mois de juillet et le 30 novembre était la date butoir, c'est-à-dire ils déposaient donc les dossiers à partir du 15 septembre. Donc au plus tard le 30 novembre, c'est payé. Cette année-ci, les examens se sont déroulés entre le mois d'août et le mois de septembre. Évidemment. Donc, mais malgré cela, l'État a fait des efforts, puisque dans plusieurs académies, les paiements ont commencé. Mais il faudrait comprendre que le décalage a donc nécessairement une incidence sur le paiement de ces indemnités-là. Il y a un processus pour le paiement de ces indemnités-là, parce que donc il y a tout un dossier qu'il faut faire passer par les académies dans le paiement des indemnités. Donc, il y a des frais de déplacement qui doivent être déposés et c'est toute une procédure qui parfois va prendre du temps. Et maintenant, quand est-ce que les indemnités seront intégralement payées aux enseignants? Non, ce que je veux dire, les délais, c'était le 30 novembre 2011. Mais cette année-ci, elle est spéciale, puisque il y avait 2 mois et demi entre le dépôt des dossiers et donc cette date de 30 novembre. Cette fois-ci, donc, l'année a connu donc un décalage, ce décalage-là. Mais nous osons espérer que d'ici donc, fin décembre, le paiement des indemnités sera déterminé. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Georges. Rebonjour Souleymane. Au Ghana, l'opposition conteste les résultats de la présidentielle. Le président sortant Nana Akufo-Addo a été réélu selon les résultats rendus publics par la commission électorale. Il a obtenu 51,59% des voix contre 47,36% pour John Dramani Mahama, un cadre du NDC, un député. Le parti donc de Mahama a annoncé que la formation politique refuse de concéder sa défaite. Il a menacé de contester donc ces résultats devant la justice et affirme que dans les jours qui viennent, des preuves de fraude seront apportées. En Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié met fin au régime de transition proclamé par l'opposition. C'est à l'issue d'une rencontre avec les partis et plateformes d'opposition qu'Henri Konan Bédié a annoncé la fin du Conseil national de transition. Il propose un dialogue national pour résoudre les tensions nées de la présidentielle. Je propose dès maintenant
et urgemment, en accord avec toute l'opposition, l'organisation d'un dialogue national en lieu et place du tête-à-tête Bédié-Ouattara, ce nouveau cadre de dialogue qui verra la participation de toutes les forces vives de la nation et qui sera encadré sur le territoire ivoirien par des organisations internationales crédibles, spécialisées en la matière, dont l'ONU, ou tout simplement par des personnalités indépendantes choisies parmi nous. Ce cadre remplace évidemment le Conseil national de transition que l'opposition ivoirienne avait initialement proposé. Avec cette main tendue pour la paix, la lutte privilégiera désormais les marches et toutes les autres formes démocratiques de la résistance et de la contestation propres à une opposition responsable et constructive. Réaction maintenant des militants après le discours du chef de file de l'opposition. Certains se disent déçus quand bien même Henri Konan Bédié a exigé dans son adresse la libération des prisonniers politiques Gobi Ayabi. Henri Konan Bédié a réaffirmé dans son adresse à la nation du 9 décembre son profond désir de voir tous les leaders politiques incarcérés libres. J'appelle à la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes jeunes, femmes, cadres de la société civile et leaders politiques qui sont encore incarcérés, ainsi qu'à la cessation de toutes les poursuites judiciaires à leur encontre. Certains militants de l'opposition ne l'entendent pas de cette oreille. Je suis très déçu du président Bédié. Moi, je pense que tout ce qui intéresse ce monsieur-là, c'est le pouvoir. Pourquoi avoir lancé la désobéissance civile qui a causé tous ces morts et aujourd'hui annoncé la fin du Conseil national de transition? Je ne reconnais pas le président Bédié, je ne le reconnais pas. Il nous a appelés à sortir, il nous a demandé à marcher. Nous avons exposé nos vies. Nous avons aujourd'hui des mères pleurent leurs enfants, des familles sont endeuillées pour une histoire où on doit revenir dialoguer, mais on aurait pu commencer par le dialogue. Monsieur Gikawe en prison, Monsieur Afi en prison. Parce que son discours, il est flou, il n'est pas clair, qu'il aille au bout de ses idées. En attendant d'avoir la date de la marche pacifique annoncée par Henri Konan Bédié, l'on est tenté de se demander si elle aura un écho favorable auprès des populations ivoiriennes. Gobi Ayabi, Abidjan, RFM. Pour finir, parlons de ce léger remaniement gouvernemental au Gabon. Un remaniement qui fait suite à la démission du ministre de l'économie Jean-Marie Ogandaga. La ministre déléguée Nicole Janine Roboti est promue à la tête de ce même département. Léon Bonda Balonzi, jusque-là ministre des Transports, est muté aux travaux publics. Brice Paya est en charge maintenant des Transports. Le nouvel entrant, Olivier Nang, occupe le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Il était le directeur général de l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre. Aucune raison officielle n'a été donnée pour expliquer la démission de Jean-Marie Ogandaga. Georges Détié Diop, merci pour ce journal international. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue tout à l'heure, nous parlerons de l'état des droits humains au Sénégal en ce 10 décembre, journée internationale des droits humains, et nous serons avec Maître Amadou Ali Kane, avocat, membre de la RADO, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, et avec Maître Papsen, président du comité sénégalais des droits de l'homme. RFM Sport. Rebonjour, cher Tidiane Diagne. Rebonjour à vous, Souleymane. D'abord, le classement FIFA du mois de décembre, le Sénégal toujours sur le toit africain. Oui, les Lions qui sont en tête de ce classement qui a été publié ce matin. Il s'agit du dernier classement de l'année et comme entamé, le Sénégal continue toujours en tout cas de dominer l'Afrique. Les Lions sont suivis par les Aigles de Carthage de la Tunisie. L'Algérie, championne d'Afrique en titre, se situe à la 3e place du classement de ce mois de décembre. À noter comme en 2018, en 2019, la Belgique termine 2020 à la première marche du classement FIFA. Les Diables Rouges devancent la France, le Brésil complète le podium. Et puis, Souleymane, nous allons parler du tirage au sort du 8e de finale de la Ligue des Champions qui est prévu
pour lundi prochain. On connaît depuis hier donc les 16 clubs qualifiés pour ces huitièmes de finale. Fin ce soir des phases de groupe de la Ligue Europa. À 17h55, le Napoli accueille la Real Sociedad. Dundalk joue contre Arsenal. L'AS Roma est en déplacement en Bulgarie pour y croiser le CSKA Sofia. Standard de Liège, Benfica est prévu à 17h55. L'autre série de rencontres prévue à partir de 20h. Le Spartak Prague accueille le Milan AC. Lille, l'équipe française, est en déplacement en Écosse pour y croiser le Celtic Glasgow. Tottenham est aux Pays-Bas pour jouer en Red. Et puis Hoffenheim joue contre l'équipe de Ghent. Nous enchaînons sur avec l'Afro-Basket masculin U18, le Sénégal reste à sa place initiale. Oui, le Sénégal qui est vice-champion d'Afrique comme ce fut le cas en 2018. Les Liossons ont encore chuté de 2 points hier face à l'équipe du Mali qui l'avait battu en 2018. Mais le Sénégal qui va disputer le mondial de la catégorie prévue en 2021. L'encadrement se félicite du parcours de l'équipe Sodetiam. Le rêve de la sélection masculine U18 du Sénégal, brisé par le Mali en afro-basket. Mais le sélectionneur Madi Fall tire un bilan positif de cette compétition. Dans la mesure où les gosses ont joué donc une finale par rapport à un temps de préparation donc très court, j'en profite aussi pour remercier le président de la Fédération sénégalaise de basketball. Il nous a permis donc de pouvoir venir ici en Égypte et de jouer. Remercier donc l'ensemble de la direction technique et par ricochet donc le DG Moustapha Gueye. Je ne saurais terminer sans autant féliciter donc le staff technique avec qui donc j'ai travaillé. Les joueurs vraiment qui ont répondu, qui ont travaillé vraiment d'arrache-pied à Thiès et ici pour essayer donc de décrocher cette qualification-là au mondial. Le Sénégal n'a pas pu soulever le trophée mais se contente d'une qualification au mondial U19 et de voir 2 de ses joueurs dans le 5 majeur, Babacar Sané et Ibou Django Badji, élus meilleurs rebondeurs. Même si le sélectionneur n'a pas atteint l'un des objectifs, il se réjouit de la performance de ses poulains. Je dis que les gosses ont rempli un contrat, mais l'autre contrat donc c'était donc de gagner la coupe. La dernière balle de match et de possession là, on l'a tiré donc à 3 points. Le ballon n'est pas entré. C'est ça le charme du basketball. D'un point de vue vraiment global, il faut dire que le bilan est plus ou moins reluisant parce que nous a permis encore de se qualifier une deuxième fois consécutive à un mondial. Ce que je voulais moi, c'est le trophée. Le trophée nous a échappé. Bien vrai que ça a été l'objectif principal pour moi en venant ici en Égypte. Le sélectionneur se penche déjà sur la prochaine compétition, à savoir le mondial U19 prévu du 3 au 11 juillet 2021 en Thaïlande. La Coupe du Monde qui viendra, qui se prévoit à l'horizon, nous permettra encore de voir d'autres gosses qui sont un peu partout dans la diaspora, en Europe, aux États-Unis d'Amérique et au Sénégal. Ça va nous permettre de faire un bon maillage par rapport donc à cette compétition mondiale. La délégation sénégalaise rentre sur Dakar ce jeudi. C'est vrai, le Sénégal qui avait la balle de match hier contre le Mali, un tir à 3 points qui a donc ricoché sur le sursaut permettant au Mali finalement de remporter la mise par seulement 2 points d'écart, Suleiman. Merci cher Tidiane Diagne, il est 12h30. Presse du jour. La presse de ce jeudi 10 décembre 2020, lui, est commentée par Georges Détié Diop. Les marchés de l'État pas très propres, des manquements et mauvaises pratiques dans la passation et l'attribution des marchés. C'est ce que révèlent les rapports 2018 et 2019 de l'autorité de régulation des marchés publics. La RMP qui, selon Libération, a débusqué des cafards. L'observateur, après lecture des rapports, parle d'un régime de haut vol, entre autres écarts relevés par l'observateur, micmac autour des marchés du logiciel de contrôle du parrainage et des cartouches d'encre pour la présidentielle. À l'Agéroute, une divergence de 20 milliards de francs CFA sur le marché du BRT, un dépassement de plus de 4 millions de francs CFA pour la réfection de l'appartement du ministre de l'Intérieur. Au ministère de la Jeunesse, des marchés d'équipements sportifs attribués à une société d'études et de travaux techniques. Au port de Dakar, des irrégularités sur un marché de plus d'1,2 milliard de francs CFA. Ce n'est pas tout. Libération liste d'autres manquements. Une opacité autour de 946 millions de francs CFA à la Poste. Un marché de 13 millions pour acheter des ânes épinglés au ministère de l'Environnement. Le journal fait aussi état de pratiques inédites à l'agence de la case des tout-petits et à la délégation à la protection sociale. Et si l'on se fie au journal Le Quotidien, le port de Dakar, la LONASE et le ministère de l'économie et des finances ne sont pas épargnés. La liste est loin d'être exhaustive et les Échos parlent de mauvaise gouvernance du régime au cœur. Les Échos qui par ailleurs tournent son regard vers l'Assemblée nationale touchée par le coronavirus. Selon le journal, le Covid-19 est entré à l'Assemblée avec un mort et un cas positif. D'où la panique généralisée chez les députés. La députée Marie-Louise Diouf est décédée du Covid et Mamadou Lamine Diallo a été testé
positif. Les Échos ajoutent qu'une députée de la diaspora avait été atteinte et d'autres parlementaires sont soupçonnés d'avoir contracté la maladie. La conséquence de tout cela, selon l'AS, qui affirme que la deuxième vague foudroie à l'Assemblée, des tests massifs sont envisagés et les plénières se tiennent à huis clos avec une vingtaine de députés. Le coronavirus et l'industrie hôtelière et touristique, les acteurs étalent leurs craintes. Dans Vox Populi, le secrétaire général exécutif du syndicat patronal de l'industrie hôtelière du Sénégal confie qu'il risque de vivre un désastre social et économique avec la crise du Covid. Selon Moustapha Kane, le temps presse et il est urgent de mettre en œuvre les directives présidentielles. Il souligne que 1500 entreprises et des centaines d'emplois sont en jeu. Autre chiffre fourni, des pertes de 280 milliards de francs CFA au premier semestre, une baisse de fréquentation de plus de 80%, un taux d'occupation de 15 à 20% seulement. Le secteur des hydrocarbures est aussi touché par le Covid. Tribune informe que dans un rapport rendu public et intitulé « Les actifs échoués du Sénégal, l'impact du Covid-19 et de la transition énergétique sur le secteur pétrolier offshore », le groupe Open Oil est largement revenu sur les ravages du Covid sur le secteur. Le document révèle une mauvaise nouvelle pour le Sénégal à propos de l'apport économique de son pétrole et de son gaz, car il fait savoir que le secteur offshore n'apportera aucune contribution significative aux finances publiques. Enquête traite du même rapport et fait état d'une grande incertitude dans l'exploitation pétrolière et gazière. Le journal rapporte que Johnny West, le fondateur d'Open Oil, alerte sur le risque d'un déclin économique des projets pétroliers. Selon lui, plusieurs paramètres viennent mettre en question les prévisions du secteur offshore. À la une de Le Témoin, Dakar pas prête d'être aussi propre que Kigali. Le Cleaning Day retombe dans les déchets. Mon confrère constate que la noble idée du président de rendre le Sénégal enfin propre n'a pas résisté à l'épreuve du coronavirus. Mais Oumar Ba, le directeur du cadre de vie et de l'hygiène publique, précise que le Cleaning Day n'est pas tombé à l'eau. Ils ont juste changé de méthode. La politique pour terminer dans Sud Quotidien, il est question de la validation du 3e mandat. Sud remarque que de plus en plus des partisans du régime en place montent au créneau pour prêcher la légalité d'une 3e candidature de Macky Sall. Leur fondement juridique, le référendum de 2016 qui, selon eux, remet le compteur à zéro, permettant ainsi à l'actuel chef de l'État d'être sur la liste des candidats de 2024. Seulement, Pape Mamoursi, maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, souligne dans Sud Quotidien que la seule interprétation plausible est dévolue à la juridiction constitutionnelle, donc au Conseil constitutionnel. À vos kiosques et bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. À 12h35, bienvenue à Point de vue, ce 10 décembre, journée internationale des droits de l'homme. Quel est l'état d'avancement des droits humains au Sénégal, tant dans la forme que dans l'application? Pour tenter de répondre à cette question, nous sommes avec deux éminents avocats. Maître Amadou Ali Kane, avocat membre de la RADDHO, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Maître, bonjour. Bonjour, M. Souleymanian. Nous sommes également avec Maître Pape Sène, président du Comité sénégalais des droits de l'homme. Maître Pape Sène, bonjour. Oui, bonjour Souleymane. Alors, je reste avec vous, Maître Pape Sène, en cette journée internationale des droits humains au Sénégal. Vous avez entendu tout à l'heure notre Vox Pop sur les droits. Les positions sont relativement favorables. Les droits existent bel et bien et sont globalement respectés d'après la majorité des personnes que nous avons interrogées. Certains, quand même, parlent de certains problèmes. Quelle est, votre évaluation au niveau du Comité sénégalais des droits de l'homme de l'application réelle des droits humains au Sénégal? Oui, d'abord, Souleymane, permettez-moi d'abord de me réjouir de la célébration de ce 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est un anniversaire pour tous les êtres humains, parce que ça concerne l'être humain, mais également pour tous les défenseurs des droits humains. En fait, la situation des droits humains au Sénégal, telle que vue, recoupe effectivement cette appréciation qui est faite par le citoyen lambda, mais également par
ces éléments d'appréciation qui sont apportés par un certain nombre de structures sur le plan international. Parce que vous savez, en 2018, nous avons eu le rapport de l'Union européenne sur la démocratie et les droits humains. Et ce rapport de l'Union européenne avait donc conclu à une situation très satisfaisante de la situation des droits de l'homme au Sénégal. Mais en dehors de ce rapport de 2018 également, tout récemment en 2020, vous avez vu le rapport sur l'indice Mo Ibrahim. L'indice Mo Ibrahim, donc, par rapport à la bonne gouvernance, et qui était en train donc de faire un peu une évaluation dans 54 pays de la situation de la bonne gouvernance. Et dans cette évaluation de la bonne gouvernance, il y a eu plusieurs axes, 4 axes dont l'axe participation et droits humains. Et cela a valu au Sénégal, en fait, d'être dans le top 10. À part donc des pays comme le Cap-Vert qui est classé 2e et le Ghana qui est donc 9e, le Sénégal vient à la 10e position, mais avec un bond très significatif de 3 points plus. Et enfin, le troisième élément d'appréciation pour conforter un peu le point de vue du citoyen lambda sur cette situation normale des droits humains, c'est cette brillante réélection du Sénégal au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Ce conseil qui est un organe intergouvernemental dans le système des Nations Unies et qui joue un rôle extrêmement important, le Sénégal y est aujourd'hui. Il a été en 2017 pour un mandat de 3 ans et durant ce premier mandat, le Sénégal avait donc présidé à la tête de ce conseil. Aujourd'hui, le Sénégal a été réélu 188 voix. Premier dans le groupe Afrique. Je crois que ce sont des éléments sur lesquels nous pouvons nous fonder effectivement pour conforter cette thèse qui est développée par certains citoyens pour dire qu'il y a bel et bien une bonne protection des droits humains dans notre pays, mais il faut le dire, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas aujourd'hui un certain nombre de catégories de droits sur lesquelles il y a des défis qui attendent notre pays. Mais justement, nous y reviendrons tout à l'heure. Mais avant cela, peut-être, Maître Amadou Ali Kane, quelle est l'évaluation que vous faites, vous, du point de vue des organisations de défense des droits humains? Est-ce que vous partagez ce tableau qui est dressé par les organisations internationales notamment et que vient de rappeler Maître Papsen. Quant à l'application réelle sur le terrain au niveau individuel des citoyens, est-ce que vous avez la même lecture, disons, positive des droits humains au Sénégal? Je dirais d'abord, commençons par le commencement. Il faut d'abord définir les droits de l'homme. C'est quoi les droits de l'homme? Les droits de l'homme, c'est une philosophie selon laquelle tout être humain possède des droits universels et inaliénables. Et ces droits-là, ils sont consacrés par la Constitution, par les lois sur le plan interne, par les chartes régionales, par les conventions internationales, etc. Alors c'est dans ces instruments nationaux, sous-régionaux, régionaux et internationaux que nous trouvons la liste des droits qui sont reconnus aux individus. Alors, ces droits, on les classe en plusieurs générations. Il y a les droits civils et politiques. Il y a les droits économiques, sociaux, culturels. Il y a la troisième génération, le droit à un environnement sain. On parle même de quatrième génération. Alors, dans la pratique, comment on applique ces droits ici au Sénégal? Quand on parle des droits civils et politiques, nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes liés à l'expression des opinions, à la manifestation. Par exemple, il y a des manifestations, je crois qu'il y a même 2 jours, des garçons qui étaient partis déposer et pour une autorisation de manifester ont été arrêtés, ont été jugés hier par le tribunal et été relaxés. Et relaxés, oui. Donc sauf déjà, un des 4 qui devait être relaxé ce matin. Concret. C'est-à-dire que même pour exprimer les opinions, ce n'est pas toujours facile au Sénégal. Bon, ça, c'est sur le plan des droits civils. Sur le plan politique également, je ne parlerai pas aujourd'hui du système électoral. On n'arrive même pas à organiser des élections locales. On ne sait pas quand est-ce qu'elles sont organisées. On a vu tous les problèmes liés au système de parrainage, etc. Ça, c'est pour le côté droit politique. Maintenant, pour arriver aux droits économiques et sociaux, aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle la deuxième vague du Covid. Alors, je retiens, par exemple, parmi les droits économiques et sociaux, le droit à la santé. Mais nous savons tous aujourd'hui que, même s'il y a des efforts qu'il faut reconnaître à l'État du Sénégal, nous savons que la couverture maladie universelle reste encore largement
on va dire, un idéal. Et beaucoup de gens aujourd'hui, au Sénégal, n'arrivent pas à soigner. Quand vous n'avez pas d'argent, quand vous n'avez pas de relation, mais vous soignerez difficilement dans le système sanitaire sénégalais. Donc ça, c'est des choses concrètes. Pour le travail, n'en parlons pas. Nous voyons aujourd'hui tous ces garçons qui affrontent l'océan Atlantique. L'océan Atlantique est devenu aujourd'hui le premier cimetière des jeunes Sénégalais. Aujourd'hui, on ne sait pas combien de jeunes Sénégalais ont péri parce qu'ils n'arrivent pas à trouver du travail chez eux. Ils essaient de s'enfuir par tous les moyens. Maintenant, ce sont même des garçons de 14 ans qu'on met dans des pirates pour qu'ils aillent tenter leur chance. Très bien. On vient de juger à 3 jours des pères de famille pour ça. C'est Très condamné. bien. Très bien. Et enfin, je viens au droit à l'environnement sain. Mais si on parle du droit à l'environnement sain, mais regardez aujourd'hui comment nous vivons. Voyez-vous, aujourd'hui avec les inondations, les quartiers qui sont inondés par des ordures, pas seulement que par les eaux de pluie. La qualité de l'environnement, tout ça, c'est des problèmes. Très bien. Alors, effectivement, beaucoup de problèmes. Mais Maître Papsen, au regard de ce que dit Maître Amadou Ali Kane, est-ce qu'il n'y aurait pas, disons, une conformité théorique que salue la communauté internationale, les institutions, etc. Et quant à l'application des problèmes, vous avez entendu la litanie de problèmes que pose l'application des droits humains au Sénégal. Est-ce qu'il ne faudrait pas réconcilier les deux, faire en sorte que les engagements auxquels on souscrit, les proclamations dans les textes de loi, dans la réglementation, aient un contenu et soient appliqués au plus grand nombre? Parce que se pose aussi le problème de l'application des droits humains pour une certaine catégorie et pas pour d'autres. Oui, Souleymane, en fait, pour ce qui est un peu de cette application théorique, je ne pense pas parce que les organes des traités des Nations Unies et même sous-régionaux qui font cette évaluation, ils ne le font pas simplement en fonction de ce qu'il y a comme instruments juridiques ratifiés et instruments juridiques transposés dans notre droit interne, mais également on évalue le travail qui est fait de mise en œuvre, qui est fait par les mécanismes qui existent. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des conventions internationales qui sont signées et ratifiées, il y a des mécanismes de mise en œuvre et de suivi. Et on évalue l'application effective de ces mécanismes de suivi. Donc ce n'est pas simplement de la théorie, mais il y a également une évaluation effective de l'application de ces dispositions internationales, donc au niveau national. Mais je voulais dire, parce que je l'ai dit tout à l'heure, le tableau de façon générale est un tableau satisfaisant. C'est vrai, il y a des catégories de droits, une série de catégories de droits, des droits catégoriels sur lesquels effectivement le Sénégal... Effectivement, les enfants, les femmes, les personnes en détention, il y a beaucoup de catégories qui se plaignent. C'est ce que je dis, il y a des catégories sur lesquelles effectivement le Sénégal en fait, il devra faire face à un certain nombre de défis. Il a parlé tout à l'heure des droits économiques, sociaux et culturels. Effectivement, moi je considère aujourd'hui que nous sommes dans le cadre de la relance des économies, la relance de l'économie nationale. Aujourd'hui, le président de la République a lancé le PAP 2A, le programme d'action prioritaire ajusté et accéléré. Il est temps aujourd'hui, effectivement, que l'ensemble des politiques qui seront mises en œuvre prennent en compte l'approche droits humains. Et les droits économiques, sociaux et culturels doivent être au cœur de ces politiques de relance, parce qu'il a parlé du chômage des jeunes, qu'il a parlé de la question de l'emploi. Tout ça, ce sont des questions qui peuvent être prises en charge par une approche basée sur les droits économiques, sociaux et culturels. Mais il faut également dire, comme on l'a souligné tout à l'heure, il a parlé du système de santé, le droit accès à la santé. Qui sont des droits élémentaires, hein, droit à la vie, droit à la santé, oui, droit à un domicile, à la sécurité, etc. Oui, tout à fait. Ce sont des droits à l'accès à l'eau potable. Mais tout cela, il faudra, comme je l'ai dit, saluer ce programme d'ajustement, ce PAP 2A, ce programme donc qui a été mis en place par le président de la République avec donc une priorité pour la santé, parce que il faut développer un système de santé inclusif, mais également un système de santé qui réponde réellement aux besoins des populations pour leur permettre d'accéder. Malheureusement, il nous reste... Dans le domaine de la santé, de l'éducation également, c'est la Parfait. même chose. Je crois que c'est cette approche droits humains aujourd'hui qui doivent être prises en charge
dans le cadre des politiques publiques, et le gouvernement de la République du Sénégal en est très bien conscient, parce que dans le cadre du PAP 2A, collé au plan Sénégal émergent, le volet droits humains, état de droit est bien... Merci, maître Papsen. Vraiment, 30 secondes, maître Amadou Alikane, pour nous dire l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur les droits humains. Est-ce que ça a eu un impact? Si oui, lequel? Mais il y a un grand impact. Vous avez vu comment il y a eu des restrictions par rapport aux libertés. Je me rappelle, j'ai défendu un dossier dans lequel c'est un imam qui a été trouvé dans sa maison à Tcharoui, qui a été reçu avec toute sa famille. Ses enfants ont été arrêtés sous prétexte qu'ils étaient dehors en train de refermer leur voiture. Toute la maison a été bastonnée. Et des cas comme ça de bastonnage de personnes dans les rues, on en a vu. Est-ce que vous avez vu ça à Paris, vous avez vu ça à Lyon, où on voit quelqu'un dans la rue, on le rosse? Ça n'existe pas. Donc ce manque de respect de la personne humaine, on l'a constaté durant le couvre-feu, la période du couvre-feu. Donc c'est dire que aujourd'hui, il faut faire la promotion même des droits de l'homme. Il faut que ça pénètre les pouvoirs, que ça pénètre les populations aussi, que les gens aient conscience de leurs droits, à commencer par leurs droits élémentaires avant de penser même à la deuxième, troisième ou quatrième génération. Mais parfaitement. Très bien. Merci maître. Je suis vraiment désolé. Malheureusement, on arrive au terme du temps qui nous est imparti. Nous poursuivrons ce débat lors de l'édition en Wolof de ce point de vue. Merci. À 12h48, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. Elhadj Ndiogou Diène à la coordination, Abdou Thiam à la mise en onde. Au studio de production Ibou Ndour, digitalisation et mise en ligne Yacine Pouy. À 13h, vous avez rendez-vous avec Barthélémy Ngom pour le Grand Journal en Wolof. D'ici là, excellente suite des programmes.